deviez me donner les points communs entre le modèle de développement national de la République démocratique du Congo axé sur l'exploitation minière, la centrale solaire de Ouarzazate et la présence du WWF au Népal, que me diriez-vous? Eh bien, ces faits, qui ont lieu dans des territoires du Sud global, ont tous un impact catastrophique sur les populations locales. Et l'idéologie qui les soutient, c'est le colonialisme vert, qu'on appelle aussi éco-impérialisme ou impérialisme vert ou encore accaparement vert. La plupart du temps, on parle d'écologie et de la sauvegarde de l'environnement sans considérer le fait que ces mouvements ont aussi une histoire et que dans un monde postcolonial, face à un discours mainstream, on doit toujours se demander à qui profite ce discours. Parce que derrière les discours verts, il y a souvent une autre histoire, celle de territoires accaparés, de communautés expulsées, de populations criminalisées au nom de la protection de la nature. Une histoire qui n'a rien de nouveau. C'est l'histoire coloniale qui continue, mais qui a été repeinte en vert. Dans cet épisode en 2 parties, je vais vous parler de ce colonialisme qui se déguise en écologie. Je vais vous montrer comment il traverse nos vies ici en Europe et là-bas dans les territoires qu'on appelle périphériques. Et surtout, pourquoi penser l'écologie sans penser le colonialisme, c'est une impasse. Pour comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le colonialisme vert, il faut d'abord revenir à la première fois où la nature a servi de prétexte à l'occupation et au contrôle des terres. Pour vous raconter cette histoire, je vais me baser sur 2 livres. D'abord celui de Richard Hugh Grove, intitulé Green Imperialism, Colonial Expansion, Tropical Islands Edens and the Origins of Environmentalism. Celui-ci a été publié en 1996 et je vais aussi me baser sur celui de Guillaume Blanc qui est intitulé L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain qui lui a été publié en 2020. Ces 2 auteurs sont des historiens de l'environnement. Ils montrent comment la conscience écologique et les politiques de conservation modernes sont enracinées dans l'expérience coloniale européenne à partir du XVe siècle. Pour Grove, ce qui a changé les attitudes européennes d'exploitation extrême envers la nature, ce sont la confrontation de ces attitudes avec les attitudes très différentes des peuples colonisés et aussi avec la biosphère tropicale. En prenant l'exemple de l'île de Sainte-Hélène, qui est une île britannique située dans l'océan Atlantique, au début du XVIIIe siècle, Richard Grove montre comment les écosystèmes des îles, particulièrement fragiles parce que isolés du reste du monde, ont été rapidement mis en danger par l'exploitation à outrance, ce qui a eu pour conséquence de favoriser l'intervention des colons pour protéger ce qu'il restait. L'histoire commence comme dans le Roi Lion. Nous sommes en Afrique, au milieu des forêts vierges et des montagnes majestueuses. La savane est à perte de vue, les fleuves puissants et spectaculaires, et une faune sauvage qui semble tout droit sortie de l'arche de Noé. Il s'en dégage un sentiment d'éternité et une émotion rassurante face aux dégâts causés partout ailleurs par la modernité. Mais cette Afrique-là n'existe pas, et elle n'a jamais existé. Et le problème, c'est que nous sommes convaincus du contraire. Ainsi s'exprime l'historien de l'environnement Guillaume Blanc dans un livre, L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, publié chez Flammarion. La thèse de Guillaume Blanc est un peu différente dans le sens où pour lui, c'est l'idéalisation de la nature africaine par les voyageurs européens au XIXe siècle, notamment des artistes, qui a provoqué ce changement. Il affirme aussi que certains scientifiques ont élaboré une théorie selon laquelle la savane qu'ils avaient sous leurs yeux était le reste d'une forêt primaire qui aurait été dégradée par les habitants. Cette théorie a servi comme justification à la création des premières réserves destinées à une chasse réglementée, alors même que la biodiversité souffre de l'exploitation des ressources naturelles par les colons. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de protéger la forêt, tout en interdisant aux populations locales d'y chasser, d'y pêcher ou d'y cultiver. Derrière l'idée de conservation, il y avait surtout une logique: préserver la nature aux colons, aux voyageurs, aux investisseurs.
Et ce qui se jouait, ce n'était pas la protection de l'environnement, c'était la continuité de la domination. Les deux auteurs, autant Richard Grove que Guillaume Blanc, décrivent comment, à côté des destructions qui sont faites par les colons, des expériences de conservation de la nature ont vu le jour. Ils montrent aussi comment les colons ont voulu matérialiser le mythe de l'Éden, c'est-à-dire l'idée d'un lieu symbolique pour la recréation du paradis, dans les îles britanniques selon Grove et, pour Guillaume Blanc, dans la savane africaine considérée comme nécessitant d'être restaurée pour revenir à un état antérieur fantasmé. Le modèle de la conservation coloniale, qui est aussi appelé conservation forteresse, repose sur l'idée héritée de l'époque coloniale, selon laquelle les peuples autochtones seraient incapables de gérer leur propre territoire. Dans cette idée, Steve Gartland, ancien directeur du WWF, le World Wildlife Fund, en français le Fonds mondial pour la nature, au Cameroun, affirmait dans une publication du département de foresterie et d'études environnementales de l'université de Yale, parue en 1998, qu'il est, je cite, irréaliste et irresponsable de confier la protection de ces écosystèmes uniques aux communautés locales qui n'ont ni les ressources ni les connaissances biologiques nécessaires pour les gérer. Fin de citation. Ces représentations, toujours présentes dans le secteur de la conservation aujourd'hui encore, s'enracinent dans le racisme, se nourrissent de savoirs scientifiques biaisés et servent à légitimer l'accaparement des terres des autochtones. Pour illustrer les mécanismes qui ont permis la continuité de cette vision et de ses conséquences sur les populations locales, Guillaume Blanc a choisi d'étudier un cas particulier, celui du parc du Siémen en Éthiopie, ce pays ayant la particularité de ne pas avoir été colonisé, mais qui est pourtant victime de la même mentalité coloniale que d'autres pays africains. Il a mené une longue et précise enquête en compulsant près de 20 000 pages d'archives pour retracer précisément l'historique du parc. Alors, ces ONG, je ne suis pas, je le précise, hein, je ne suis pas, j'ai pas mis une fléchette sur le WWF et l'UNESCO chez moi, hein. Mais quand on regarde comment elles ont été créées, en fait, elles ont toutes été créées dans les années 20. C'est juste qu'elles ont changé de nom. Et c'était des chasseurs, qu'on a appelés ensuite des bouchers repentis, qui ont investi ces institutions, comme l'UICN, pour justement créer des réserves de chasse. Puis les réserves de chasse, une fois qu'il n'y avait plus rien à chasser, sont devenues des parcs. Et puis, la décolonisation est arrivée. Et ils ont lancé, à l'initiative de l'UICN et de l'UNESCO, un projet qui s'appelle le Projet spécial africain en 1961. Et pour ce projet, donc on est à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, eh bien on a tous ces experts qui disent, je vous cite l'archive, hein, qu'il faut faire face à l'africanisation des parcs, donc aux indépendances. Et pour ça, il y a besoin d'une banque. Cette banque est créée le 11 septembre 61, on la connaît toutes et tous, le Fonds mondial pour la nature, World Wildlife Fund, c'est le WWF, et là encore, je vous cite l'archive, qui dit que sa mission va consister à envoyer des experts aider l'Afrique à s'aider elle-même. Guillaume Blanc montre notamment comment des cadres coloniaux se sont reconvertis au sein des organismes internationaux tels que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le WWF ou l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, une organisation internationale dont les membres sont des autorités gouvernementales et des ONG. Ces organisations ont imposé leurs exigences auprès des autorités locales, s'appuyant souvent sur des données scientifiques non sérieusement établies ou qui datent de la colonisation, qui pointent comme coupables les habitants qui pratiquent l'agropastoralisme. Les autorités locales, soucieuses d'obtenir une reconnaissance bienvenue de la part de ces institutions et attirées par les gains possibles liés au tourisme, ont facilement accepté les demandes de ces experts étrangers sur leur sol. Dans certains cas, ces politiques de protection de la nature avaient également comme avantage de permettre au gouvernement africain d'asseoir leur pouvoir sur des zones qui étaient moins contrôlées à l'époque. Les populations locales sont expulsées de leur milieu avec lequel elles vivaient en harmonie et sont plongées dans la précarité. Elles n'ont souvent guère de perspective
et les liens sociaux s'en trouvent également profondément déstabilisés, alors que ce sont des populations qui produisent leurs propres moyens de subsistance et ne possèdent pas de technologie. Le coût carbone de leur mode de vie est quasiment nul, mais c'est pourtant elles qui doivent accepter des sacrifices pour sauver la nature. En même temps qu'on les chasse, on fait venir dans les parcs des touristes qui ont pris l'avion et qui viennent avec du matériel produit grâce à l'extractivisme pratiqué ailleurs. Pour revenir au cas concret que j'ai évoqué en début d'épisode, prenons tout d'abord celui du modèle de développement national de la RDC qui est axé sur l'exploitation minière. Nous sommes dans la Sangha, un département situé au nord de la République du Congo. Cette zone, nichée à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique, concentre 5 millions d'hectares de forêt. Et ce paysage qui l'a vu naître, Aristide, la cinquantaine, ne le reconnaît plus. La forêt, c'est la forêt, la rivière passait dans la forêt. Vous voyez que le paysage est dévasté, il n'y a plus les arbres aux alentours. En cause, d'après Aristide, des opérateurs miniers arrivés en 2017 qui ont lancé ici une exploitation semi-industrielle pour trouver de l'or. Une fois l'or extrait, il ne reste que ces trous dans la forêt. Des méthodes qui privent les habitants de leurs moyens de subsistance. En RDC, il y a d'importants gisements d'or, de cuivre, de diamants, de pétrole, d'uranium, de manganèse, d'argent, de zinc, d'étain, de cobalt, de coltan. Les richesses minières de la RDC sont estimées à environ 24 milliards de dollars américains. Cependant, les gains de l'industrie minière ne profitent pas à la majorité de la population. Pire encore, l'extraction provoque une grave dégradation de l'environnement qui nuit également à la population congolaise. Les entreprises d'État chinoises ont signé des contrats ressources contre infrastructure avec les autorités congolaises pour avoir accès aux minerais. Les investissements étrangers ont considérablement augmenté dans les années 2000. Ils se sont intensifiés ces dernières années en raison des besoins en batterie et en composants d'énergie renouvelable dans le cadre de la transition verte. En 2023, l'UE a investi 50 millions d'euros dans des projets miniers et d'infrastructures en RDC. L'objectif officiel est d'accéder aux matières premières essentielles de manière durable, tout en soutenant la préservation de la biodiversité, le développement humain et une démocratie pacifique. Cependant, les bénéfices de ces investissements atteignent rarement le peuple congolais. La majorité de la population vit dans l'extrême pauvreté, 60% des Congolais vit en dessous du seuil de pauvreté nationale de 1 dollar par jour, avec un accès limité à l'eau potable et à l'électricité, un faible taux d'achèvement des études secondaires et des problèmes de santé tels que le paludisme, le VIH, SIDA, les taux élevés de mortalité infantile. Un rapport publié en 2023 par Amnesty International et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains a mis en évidence de graves violations des droits humains liées à l'expansion des mines industrielles, notamment l'expulsion forcée, le travail des enfants, les agressions sexuelles et d'autres formes de violence. Le second exemple est celui de la centrale solaire de Ouarzazate au Maroc, inaugurée en 2016. Cet exemple montre aussi comment des stratégies de transition énergétique vers les énergies renouvelables peuvent reproduire la colonisation dans sa version énergétique. Le Maroc fait face à la crise climatique, notamment à travers de terribles sécheresses et des feux de forêt. Pour faire face à cette situation et réduire rapidement et drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, le pays s'est donné pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la masse énergétique totale du royaume à 52% d'ici 2030. Or, pour construire la centrale solaire de Ouarzazate, dont la superficie est de 3000 hectares, des communautés agro-pastorales ont été expropriées de leurs terres. D'autre part, le Maroc a dû s'endetter de 9 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement et d'autres, assortis de garanties du gouvernement marocain, ce qui signifie un risque d'aggraver les emprunts publics d'un pays déjà lourdement endetté. Enfin, le projet de la centrale s'appuie sur la Concentrated Solar Power, l'énergie thermique à concentration, qui nécessite une utilisation intensive de l'eau pour refroidir et nettoyer les panneaux solaires. Pourtant, dans une région
semi-arides comme Ouarzazate, détourner l'utilisation de l'eau pour des fins autres que les usages domestiques et agricoles est parfaitement scandaleux. Le troisième exemple, et le dernier, c'est celui des pratiques du WWF au Népal. Alors, il y a tellement d'enquêtes dénonçant les liens d'intérêt de cette organisation avec des multinationales, des pratiques d'expropriation de terres, des passages à tabac, des actes de torture ou même des meurtres, que c'était difficile pour moi de choisir l'affaire que je voulais vous raconter. Une ONG vent debout contre les tueurs de lions. Pourtant, dans la grande famille des chasseurs de trophées, on trouve cet homme, Peter Flack, administrateur du WWF Afrique du Sud jusqu'en 2015. Un des plus grands chasseurs de trophées au monde, en témoigne la décoration de son salon. Mais aussi l'ex-roi Juan Carlos Ier, président d'honneur du WWF d'Espagne jusqu'en 2012. Cela paraît invraisemblable, mais WWF a été fondé par des chasseurs. Le prince Bernard des Pays-Bas et le plus célèbre, le duc d'Édimbourg, le mari de la reine d'Angleterre. Sa plus belle prise, un tigre tué dans la jungle indienne. Ces liens contre nature ont fini par faire grincer des dents. Un ancien de la direction du WWF les a même dénoncés publiquement. Au cours de ses enquêtes pour son association, il a découvert des documents très étonnants, comme ces guides publiés par le WWF pour évaluer les plus beaux trophées. J'ai dit tout à l'heure que le livre de Guillaume Blanc montre comment les experts qui se retrouvent à la tête des principales organisations de défense de l'environnement dans les années 60 sont en fait d'anciens administrateurs coloniaux ou parfois même des chasseurs reconvertis. Pour le WWF, créé en 1961, c'est encore pire car parmi ses fondateurs, donc on a le prince Bernard des Pays-Bas et le duc d'Édimbourg, le mari de la princesse d'Angleterre Élisabeth II. Outre le soutien de ces familles royales et des familles royales en général à l'entreprise coloniale et leur enrichissement sur le dos des peuples colonisés, il faut noter que le prince Bernard et le duc d'Édimbourg étaient tous les deux passionnés de chasse aux trophées. La chasse aux trophées, c'est une activité inventée par les colons européens au XIXe siècle qui symbolise la volonté de domination des aristocrates européens sur les territoires et les peuples colonisés. Et surtout face aux chasseurs indigènes qui, eux, abordaient la chasse comme un moyen de subsistance et pas comme un sport de compétition. En 2019, les gardes forestiers du parc national de Chitawan au Népal, équipés et financés par le WWF, ont été accusés d'avoir torturé à mort Shikaram, un agriculteur accusé d'avoir aidé son fils à enterrer une corne de rhinocéros. Suite à ces révélations, le WWF a fait pression sur les autorités pour que les poursuites soient abandonnées, ce que le gouvernement a fait quelques mois plus tard. Le WWF Népal a ensuite continué à collaborer étroitement avec les gardes forestiers et à financer le parc comme si de rien n'était. Et ils ont même engagé par la suite l'un des gardes inculpés dans le cadre de la mort de Shikaram. Un autre garde a reçu un prix spécial de lutte contre le braconnage. Ce drame est le révélateur d'une tendance dans le WWF qui perdure encore aujourd'hui. Le fait d'équiper, de financer et de travailler directement avec des forces paramilitaires accusées de battre, de torturer, d'agresser sexuellement et même d'assassiner de nombreuses personnes. En 2017 déjà, des gardes forestiers d'un parc financé par le WWF au Cameroun ont torturé un garçon de 11 ans devant ses parents. Ces deux drames sont parmi de nombreuses affaires dans lesquelles le WWF est impliqué. Et donc, je dis que c'est émouvant parce que même au plus fort de la colonisation, ou même là, depuis une vingtaine d'années, quand des destructions du territoire sont, du point de vue de nos analyses, complètement dues à ce qui est fait par l'industrie,
par les mines, par l'agriculture intensive, par l'import du bétail qui remplace les kangourous, enfin je veux dire les grands champs de semences. Envahis par des animaux Voilà, exotiques les très nombreux. animaux qui ont été importés, pour la colonisation, ainsi que les semences. Alors que justement, l'Australie était très très riche en centaines de graines qui étaient utilisées par les aborigènes, qui en faisaient de la farine et du pain. Et donc, toutes ces invasions humaines, en fait, quand on parle avec des aborigènes, ils disent oui, oui, ça c'est très grave. Mais nous sommes responsables parce qu'on l'a laissé faire. Et ça, c'est une leçon d'humilité. Dans cet extrait d'une vidéo du Média, l'anthropologue Barbara Glosowski parle de la relation qu'entretiennent les aborigènes avec la terre. Une relation que l'on peut observer chez d'autres peuples autochtones sur d'autres continents. Les peuples autochtones gèrent ou détiennent des droits fonciers sur au moins 38 millions de kilomètres carrés dans 87 pays sur tous les continents. Cela représente plus d'un quart de la surface de la Terre et recoupe environ 40% de toutes les aires terrestres protégées et des paysages écologiquement intacts. De nombreuses études montrent que les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens du monde naturel, notamment l'étude de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, publiée en 2021, que vous trouverez en description. Leurs territoires sont riches en biodiversité, ils présentent des taux de déforestation plus bas et obtiennent des meilleurs résultats en matière de conservation que les aires protégées. Et pourtant, ils sont rarement impliqués dans les projets de conservation et leurs droits sont souvent restreints au profit d'industries qui déboisent les terres et nuisent à l'environnement. Une fois leurs terres volées, les peuples autochtones deviennent dépendants d'aides financières, souvent versées par ces mêmes organisations responsables de leurs expulsions, qui prétendent compenser la perte de leurs droits fondamentaux en fournissant des moyens de subsistance alternatifs. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille, ils ne peuvent plus se rendre sur les tombes de leurs ancêtres ou transmettre leurs connaissances à leurs enfants. Ce modèle anéantit les peuples autochtones et les liens uniques qu'ils entretiennent avec leur terre. Merci, Monsieur le Président. À la dernière législature, l'ancien député de Common Colchester a présenté un projet de loi, le projet de loi C-230, pour développer une stratégie fédérale pour le racisme environnemental et la justice environnementale. Le Comité de l'environnement a étudié le projet de loi, a apporté des amendements, et moi, j'ai eu l'honneur de présenter ce projet de loi sous la forme du projet de loi C-226 pour faire adopter ce projet de loi. Monsieur le Président, les parlementaires de cette Chambre vont-ils travailler ensemble pour assurer l'adoption de ce projet de loi important? Et le gouvernement va-t-il appuyer le projet de loi encore une fois? Le très honorable Premier ministre. Vous venez d'entendre la question de la députée du Parti vert au Parlement canadien, Elizabeth May, adressée au Premier ministre Justin Trudeau en 2022. Cette question concerne le vote du projet de loi C-226 sur le racisme environnemental, un projet de loi qui a été adopté l'année dernière. L'histoire du concept de racisme environnemental commence en 1979 aux États-Unis, quand les habitants de Northwood Manor à East Houston, une communauté majoritairement afro-américaine, gagnent le procès qui les opposait à la société Southwestern Waste Management Corporation, qui voulait implanter une décharge municipale à proximité de leur lieu de résidence. Le tribunal avait jugé qu'il y avait de la discrimination raciale en matière d'exposition aux déchets toxiques. Suite à cette affaire, le docteur Robert Bullard, un sociologue afro-américain qui est à l'époque le mari de l'avocate qui représentait cette communauté de Houston, fait des recherches qui l'amènent à constater que, même si les habitants noirs de Houston ne représentent que 25% de la ville, 82% des déchets sont déversés dans leur quartier. Ce constat est à l'origine de la naissance du mouvement de la justice environnementale, que je vais développer un peu plus tout à l'heure, donc qui a été développé par le docteur Bullard, et aussi la naissance du concept de racisme environnemental. Dans les années 80, des études ont ainsi montré qu'aux États-Unis, les minorités ethniques sont 38% plus exposées au dioxyde d'azote que les personnes blanches. Je fais référence au rapport de la Clean Air Task Force en description. Il ne s'agit pas seulement de discrimination liée au niveau social, puisque des Afro-Américains avec le même niveau de salaire que des personnes blanches
ont tendance à vivre dans des quartiers plus exposés aux pollutions et aux risques environnementaux. Ce que le mouvement de la justice environnementale décrivait a lieu en réalité dans le monde entier, puisqu'en 84, l'usine de produits chimiques d'Union Carbide à Bhopal en Inde et celle de gaz propane liquide de Pemex à Mexico ont explosé toutes les deux, tuant des millions de personnes. D'autre part, des voix se lèvent de plus en plus en Occident pour dénoncer le racisme dans les mobilisations écologistes. Des soulèvements de la terre à Greenpeace en passant par Extinction Rebellion, alors que les personnes racisées sont plus touchées par la dégradation de l'environnement que les personnes blanches, les mouvements écolos sont majoritairement blancs. Ce constat n'est pas nouveau, car déjà en 2017, le groupe de réflexion Policy Exchange a publié une étude qui a révélé que le secteur de l'environnement était l'un des moins diversifiés au Royaume-Uni. Seul le secteur agricole a enregistré de moins bons résultats. Il faut dire que les militants écolos ont généralement un niveau d'éducation supérieur à la moyenne, ont des revenus supérieurs à la moyenne et ont de nombreux contacts avec des intérêts similaires. Mais il ne faut pas négliger non plus ce que j'appelle la fabrique de l'absence. Pour reprendre les termes du docteur Selemavic Terrifé, là je fais référence à l'épisode sur la négrophobie dans les milieux militants, de nombreux militants racisés qui rentrent dans les milieux écolos en partent à cause du racisme auquel ils font face. À titre d'exemple, on peut citer le moment où la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate a été effacée d'une photo par l'agence de presse américaine AP lors du forum de Davos en 2020, alors que les autres jeunes militants, toutes blanches et comprenant Greta Thunberg, sont restés sur la photo de presse finale. Bien entendu, on ne quitte pas l'activisme à cause d'une photo, mais c'est aussi la répétition des micro-agressions et leur impact sur la santé mentale qu'il ne faut pas négliger, qui fabriquent l'absence aussi des personnes racisées dans ces milieux. Dans cette première partie, je voulais montrer que le discours qui domine aujourd'hui sur l'environnement est né dans les classes supérieures et dans les territoires colonisés et conserve une idéologie coloniale. Pourtant, une conscience environnementale est présente depuis longtemps chez les peuples anciennement colonisés et même chez les classes populaires en Occident. Dans la seconde partie de cet épisode, j'aborderai les résistances au colonialisme vert et les alternatives à une vision coloniale de l'écologie. C'était Sandrine, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.